Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Viva Culture. Aujourd'hui, c'est la reprise d'une chronique autour des livres de Catherine Emery-Bernet. Elle anime le Chat Bleu, une fois par mois, un livre, un vin. Ensuite, je m'entretiens avec un photographe, Jean-Michel Leligny, à propos de son exposition à la galerie Inkernato, 40. Enfin, n'oubliez pas que Viva Culture aujourd'hui est suivi par Viva sur scène. Il s'agit d'un compte-rendu de notre Bistrot Culture numéro 2, c'est-à-dire nos rencontres pour partager ensemble nos plaisirs des spectacles et films vus. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de La Peuplade, maison d'édition québécoise, créée en 2006 et implantée depuis 2018 aussi en Europe francophone. Sa spécialité au départ était la poésie, puis la littérature canadienne et nordique, allant de récits de la suédoise Tove Jansson, créatrice des Moumines, à l'islandais Gurdir Eliasson, en passant par exemple par la danoise Olga Raven et son roman de science-fiction Les Employés. En novembre 2022 était invitée au Boréal de Normandie la groenlandaise Nivia Corneliusson pour La Vallée des Fleurs, le féroïen Johannes Nielsen pour Les Collectionneurs d'images et la suédoise Johanne Lyckeholm pour Strega. Ils étaient là avec Mylène Bouchard et Julien Delorme qui travaillent ardemment à faire connaître la peuplade en France. L'actualité de la peuplade au premier trimestre de 2023. Paresse, voire Montauk, de Sophie Dorazvan, un premier livre d'une Canado-Suisse, sa relation à la mer, quittée des années et retrouvée lorsqu'elle est malade. Anna Thalberg, de Eduardo Sangarcia, auteur mexicain qui s'est intéressé à l'histoire d'une femme accusée de sorcellerie en Allemagne au XVIe et au XVIIe siècle. Hotline, de Dimitri Nasrallah, auteur libanais. Une jeune femme arrive du Liban à Montréal. Par ailleurs, toujours actualité de ces publications, elles sont finalistes du prix des libraires du Québec, une en poésie, Mouron des Champs, une en fiction, Les marins ne savent pas nager, de Dominique Scali. On saura en mai s'ils sont totalement gagnants. Revenons à Johanne Lyckeholm, l'auteur de Strega. Strega est son deuxième livre. Elle est également traductrice et enseigne l'écriture des femmes à l'École des sorcières au Danemark. École des sorcières. Strega, qui en italien signifie sorcière. Pas de hasard. Histoire de femmes. Le livre parle de 9 jeunes femmes qui viennent travailler dans un hôtel tenu par 3 femmes plus âgées. L'hôtel est en pleine montagne, loin de tout, un hôtel de luxe, mais sans clients. Les jeunes femmes vivent, travaillent, s'amusent ensemble. Ah, l'une d'elles disparaît un soir de fête. Le texte est tout en ellipse. On est dans le concret de cet événement, dans l'onirique de ce lieu. Voilà un extrait, leur arrivée. Comme sorti de nulle part, l'hôtel surgit derrière un très vieux chêne noir. Je remarquai aussitôt qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec les proportions. Sur la nature en toile de fond, l'hôtel semblait être une miniature, comme une maison de poupée qui aurait été transmise de génération en génération. Autrefois, la façade avait été peinte dans un rouge intense qui avait passé, pour s'approcher davantage du rose désormais. Dès que nous eûmes franchi les grilles, elles se refermèrent derrière nous. Le bâtiment se trouvait au milieu d'un parc impeccablement entretenu. Les buissons formaient des rangées bien taillées et droites. Les statues étaient blanchies à la chaux. Nous avançâmes en ligne, nos valises à la main. L'air vibrait autour de nous. Nous passâmes devant une fontaine et un taillis vaporeux. Il flottait une odeur d'humidité, d'eau et de cheveux brûlés. Toutes les fenêtres étaient ouvertes, de la musique s'échappait de l'intérieur.
des notes claires qui se heurtaient aux montagnes. C'était un morceau classique qui semblait joué par un orchestre de personnes très tristes. Je ne savais pas pourquoi l'endroit m'effrayait. C'était une belle journée et tout ce que je découvrais était magnifique. Voilà, je n'en dis pas plus. À bientôt. Jean-Michel Leligny, bonjour. Bonjour. Alors on se retrouve à la galerie Incarnato, qui est rue Maréchal Joffre, parce que vous êtes en train d'installer votre prochaine exposition, qui aura lieu du 14 février au 25 mars 2023, dont le titre est un peu énigmatique, il s'agit de 40. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, bien sûr. Donc, quand on a vu l'affiche, la première fois qu'on a vu l'affiche sortie, on s'est dit, 40. Donc, il y a 40 photographies exposées. En fait, non, c'est pas du tout ça. 40, parce que j'ai décidé de parler des femmes qui passaient le cap des 40 ans. Enfin, avec la problématique du passage à la quarantaine, qui est un âge charnière, chez beaucoup de personnes, hommes et femmes d'ailleurs, mais j'avais beaucoup d'amis qui avaient 40 ans et qui me parlaient régulièrement de ce passage à la quarantaine, où elles ont un peu le sentiment que le corps va un peu leur glisser entre les doigts, si je peux m'exprimer ainsi, mais aussi une espèce de maturité qui arrive, donc une espèce de balance entre le corps qui fuit un petit peu et puis la maturité qui arrive et qui s'épanouit un petit peu. Oui, c'est une thématique assez particulière parce qu'en fait, quand vous dites âge charnière, ça voudrait dire un petit peu qu'on bascule du côté de la fin de vie, du côté de le corps qui s'abîme. Quand vous dites il s'échappe, il nous échappe. Oui, j'irai pas jusqu'à la fin de vie, mais c'est vrai que si on regarde un petit peu les canons actuels de la société, des magazines, de ce qu'on voit à la télévision, on a toujours le corps idéalisé qui est un espèce de corps parfait, qu'on ne retrouve. Enfin, qu'on croit parfait. Oui, qu'on croit parfait, mais qui est toujours retouché, c'est ça. Ou embelli, et du coup.
Le passage à 40 ans, c'est juste cette idée du corps qui finalement sera jamais comme ça. C'est un corps idéal qui est en train de s'en aller, quoi. Oui, mais c'est un Mais corps c'est pas, aussi. on passe pas à la fin de vie directement. Non. Heureusement. Non, mais c'est un corps qui a vécu aussi. Oui, voilà, qui a vécu, Voilà. oui, qui est chargé d'histoire. Qui est chargé D'ailleurs, d'histoire. sur les photos, on peut souvent voir, enfin sur beaucoup d'images, on voit l'histoire de ces femmes. D'ailleurs, il y a un numéro, je crois, en bas de chaque cliché. Ça représente quelque chose. Voilà, ce numéro un petit peu qui questionne un peu beaucoup de personnes, c'est à la fois le titre de l'image et c'est aussi le nombre de jours de la femme que j'ai photographiée le jour de la photographie. Voilà, qui fonctionne un peu dans les deux sens. Si on dit que c'est le milieu de vie, c'est un compte qui est monté jusqu'à un chiffre et qui va redescendre. Dans 40 ans, c'est combien de jours? C'est 14 610 jours. Oh, merci. Voilà. Il y a même le décompte en secondes, mais je vais vous l'épargner. Ah voilà. Alors, ce qui est intéressant à mon avis et ce qui nous frappe, c'est quand on rentre dans la galerie, c'est effectivement que vous avez demandé aux femmes qui ont bien accepté de poser pour vous, vous avez demandé une pose simple, sans artifice, nature, parce que vous n'aviez pas envie de représenter ce corps idéalisé dont on nous bassine continuellement. Oui, tout à fait. Disons que moi, je ne vais pas dire je suis issu, mais j'aime beaucoup la photo qu'on appelle de type documentaire, mais c'est pas la photo de documentaire, hein, c'est deux choses différentes. Oui. Qui est peut-être l'école allemande de la photographie, qui est un peu frontale, qui est un petit peu comment dire, descriptive. Et je voulais garder ce côté descriptif, c'est-à-dire ce sont des photos pour la plupart frontales, qui décrivent un corps, qui décrivent une personne. Ce sont des espèces de portraits nus. Donc je me rappelle plus la question. C'est-à-dire une pose simple, sans Voilà. artifice, nature. Voilà, donc c'est une pose simple en fait. C'est une pose. Oui, en général, ce sont elles des sont poses face à nous. ouais, de Face à face. nous, de face, voilà. Pas toutes, parce Alors, que vous les placez dans la nature tout à fait. elle-même. Ouais, et je vais plus loin puisque je leur demande de choisir un lieu qui soit à peu près exempt de présence humaine. Qu'on puisse assimiler à un lieu qui n'aurait pas été conquis par l'homme. Voilà, c'est important. Oui. Ou alors, éventuellement, il y en a une où il y a des immeubles derrière, mais on peut penser qu'elle est dans la nature, il y a les immeubles derrière, on pourrait penser que peut-être la nature va reconquérir son territoire. Donc pourquoi la nature? Moi, c'est quelque chose qui me fascine, la nature, parce que on est nous issus de la nature, on fait partie de la nature. Pendant le siècle des Lumières, Descartes a dit, je vais pas le citer exactement, je me souviens plus de la phrase exacte, mais qu'on pouvait être maître et possesseur de la nature, même si cette assertion est contestée, je trouve que c'est un philosophe et que les mots ont un sens, et que je pense qu'il est ce sens des mots, maître, possesseur, c'est pas rien. C'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui, où on devient maître et possesseur de la nature, et on n'est plus la nature. Il y a une espèce de dualité qui s'est fait, qui nous emmène à la destruction de la nature, puisque la nature est chosifiée. Oui. Moi, personnellement, je pense qu'on fait partie. Alors, on est partie intégrante, on n'est pas supérieur à la nature. Descartes, il nous dit qu'on est supérieur à la nature, c'est ce qu'il nous dit. C'est ça. Alors moi, là, vous avez choisi, par exemple, des sous-bois, une petite forêt de bouleaux, un bord de mer, une falaise, un torrent. Vous avez effectivement choisi des morceaux de nature plutôt sauvages. Oui, ce sont elles qui ont choisi. C'est elles qui ont choisi. Ouais. Oui. Enfin, des fois on choisit ensemble, mais ce sont elles qui me disent je me vois bien au bord de la mer. Alors j'ai dit bon, la mer, j'en ai fait, on va arrêter avec la mer, mais je me vois bien au milieu des arbres. Oui. Celle que vous me citez, qui est au milieu des forêts de bouleaux. Moi, personnellement, je la voyais un peu elle-même comme quelqu'un avec des pieds plantés, des racines. C'est une femme assez grande. Oui, c'est vrai. Élancée. Avec un corps blanc comme le tronc du bouleau. Voilà. Et je trouve qu'il y avait une espèce de similitude entre ces arbres avec des racines
je sais pas si les bouleaux ont des racines profondes, mais je les imagine profondes, qui a les pieds bien sur terre, quoi. Je pense qu'il y a une similitude entre les décors et les personnages. Ouais. Cette grande photo aussi, qui paraît immense, avec la falaise, elle est assez impressionnante, celle-ci. Oui, parce que en fait, on ne sait pas si elle n'est pas au milieu d'une falaise qui fait 100 mètres de haut, quoi. Donc il y a une espèce de vertige qui peut gagner le spectateur. Et puis comme elle est très grande, elle fait 2 mètres 40 par 3 mètres 20, c'est ça, je pense. C'est ça. Et la falaise est noire. Avec le corps blanc. On pourrait parler du corps parce que vous avez aussi choisi des femmes qui ont vu leur corps attaqué par l'accident, la maladie, l'opération, un peu difficile à se réapproprier sans doute après cette épreuve. Là, par exemple, cette jeune femme a vécu une opération du cœur. Oui, elle vit avec le cœur de quelqu'un d'autre. Moi, c'est un peu un clin d'œil à ma vie, puisque moi-même, je vis avec le cœur de quelqu'un d'autre. Donc, c'est mon côté un petit peu militant. Donc, je voulais qu'il y ait quelqu'un comme ça dans l'exposition. Voilà. Alors, c'est vrai que, par exemple, quand on voit cette jeune femme hémiplégique qui est dans les fougères, au bout, quand on fait le tour de la photo, on voit son fauteuil roulant. Mais vous avez quand même le désir de nous en raconter davantage. Et ce texte-là qu'il y a sur chaque photo, c'est peut-être intéressant d'en parler. Oui, tout à fait. On n'en a pas parlé du tout d'ailleurs. Donc je vais expliquer un petit peu, quoi. Dans mon histoire photographique, très rapidement, je me suis mis à mettre des mots sur mes images. Quand j'étais jeune, je grattais mes hectares pour y mettre des mots. Et dans ma deux professions, j'étais photographe et journaliste, c'est-à-dire j'écrivais des textes. Et pour moi, l'image fonctionne avec des textes dans mon esprit. Oui. J'ai beaucoup de mal à voir des images. Faut que ça raconte. Enfin, l'image peut raconter quelque chose en elle-même, toute seule. Oui. Mais il y a aussi, je trouve que le texte amène une dimension supplémentaire. Donc ces textes, j'ai demandé à chaque femme qui posait de faire un texte, d'écrire un texte sur son passage à la quarantaine, sur comment elle voyait son corps, les modifications de son corps, comment elle se sentait psychologiquement, son esprit. Vous avez lu le texte d'une femme qui était complètement dépressive, c'est vrai, qui est assez impressionnant. Par exemple, texte. Il y a des textes plus poétiques aussi. Oui. Et effectivement, vous ajoutez à la photo qui pourrait parler d'elle-même ce qu'elle ne raconte pas, c'est-à-dire le sentiment, les émotions, voilà, de ces femmes. C'est elles qui jugent, on pourrait dire, leur corps, leur vie passée, comment elles se voient, peut-être le hiatus quelquefois qu'il y a entre leurs désirs et ce qu'elles sont devenues, et ce qu'elles en ont retiré, parce que par exemple, cette jeune femme hémiplégique, elle dit qu'elle aurait eu une vie tout à fait différente, bien sûr, si elle n'avait pas eu cet accident, mais qu'elle a été transformée au point qu'elle est forte. Elle est devenue forte. Oui, ça m'a. Parce que avant de faire la photo, je n'ai pas connaissance du texte. Il y a quand même des petites règles. Oui. Puisque les textes sont faits directement sur la photo, par un procédé qui permet de les incorporer à la photographie. Oui. Et la graphie, puisque les textes ont des formes particulières. C'est-à-dire, chaque femme s'approprie la photo en mettant le texte comme elle veut dans la photo. C'est ça. Donc elle peut le mettre au milieu de la photo, dans un coin, mettre un mot, mettre un texte. Il y a des textes très longs, il y a des textes courts. Oui. C'est du ressort de chaque femme. La seule chose, c'est que je veux que ce soit très personnel. Voilà, donc juste pareil, j'ai encore oublié la question. Si, c'était ça. C'était sur les textes personnels. Et cette femme qui se sentait forte. Oui, et alors que quand on voit le fauteuil roulant, peut-être on subodore que non, elle est dans une grande dépendance. J'ai pris une grande leçon quand j'ai fait cette photo. Quand j'ai lu la photo finale, et j'ai lu son texte, j'ai pris une grande leçon. Cette femme qui a... Je me rappelle plus exactement son histoire, mais elle a eu un accident
bête, est tombée dans un escalier. Ah oui, oulala. Et elle s'est retrouvée paraplégique. C'est ça. Ou elle a fait un malaise, je ne sais plus. Mais à 20 et quelques, sortie de l'adolescence, elle s'est retrouvée comme ça. Et qui a la force de continuer à vivre et d'être heureuse. Enfin, c'est ce qu'elle nous dit dans cette photo. Et je trouve ça très fort. C'est ça. Tu sais, la photo ne pourrait pas le dire en fait. Oui, voilà. Je comprends que le texte n'est pas du tout redondant par rapport à l'image. Et moi, c'est une façon de faire participer chaque femme à l'élaboration de la photo. Voire éventuellement de détruire un peu mon travail. Puisque, mais oui, dans le fond, c'est vrai. Parce que je leur livre mon travail. Et qu'elles griffonnent dessus. Elles griffonnent dessus, comme c'est un sacrilège. C'est vrai. Donc l'image n'est pas sacrée. Voilà, l'image n'est pas sacrée. Est-ce que vous avez vu Maya partir avec des réactions horrifiées de femmes se voyant dans cette nudité sans artifice et te dire qu'est-ce que je suis devenue? Jamais. Non. Mais les femmes qui acceptent de participer à ce travail ont quand même conscience des photos que je fais qui sont sans artifice, sans retouche, donc un peu brut, un peu brutal parfois. Oui. On pourrait dire parce ça. qu'en fait la nudité frontale, et quelquefois c'est des choses qu'on n'aimerait pas voir. C'est pour ça que les photos plus, comment on peut dire, esthétisantes, nous font plaisir. Voilà, ce ne sont pas des photos qui font forcément plaisir. Ce ne sont pas des photos qui font plaisir, ni aux spectateurs, ni. Elles ne sont pas là pour faire plaisir. Elles sont là pour nous mettre en confrontation avec notre vie, avec notre propre vie à nous. Complètement. C'est-à-dire que on grandit, on est un enfant, un ado, on a 40 ans, voilà, on a eu à peu près le milieu de vie à notre époque, et puis après on meurt, voilà. Donc notre vie est éphémère, tout est éphémère, le corps est éphémère. Voilà. Donc c'est juste cette confrontation qui peut parfois être un peu... C'est pas violence, je sais pas si c'est le terme, mais ça nous paraît un peu violent. Ça peut déstabiliser. Oui, ça peut nous paraître déstabilisant. Quand même, il faut corriger parce que vous avez un regard bienveillant. Oui. C'est très important. Ce genre de travail ne serait pas possible autrement. Oui. Il n'y a aucune volonté de... Oui. Je montre pas, j'ai pas de jugement sur le corps. Et vous n'avez pas de modèle dans la tête. J'ai pas de modèle dans la tête. Même si vous aimez beaucoup courber, d'après ce que j'ai compris. Oui. C'est un peu dans ce travail, c'est une influence à ce travail, puisqu'il a peint des femmes dans des espaces naturels, et des femmes pas forcément plastiques. Enfin, plastiques au sens où on l'entend aujourd'hui. Donc des femmes qui avaient des formes, qui avaient des bourrelets. Donc c'est une inspiration. Même si toutes les femmes ici n'ont pas des bourrelets, mais il y en a qui en ont. Donc il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Il n'y a aucun jugement dans mes photos. Je pense qu'il n'y a absolument aucun jugement de portée. Et chacune est accueillie pour ce qu'elle est. Et ça, je pense, c'est très important dans ce genre de travail photographique. Mais ça doit nous aider aussi à réfléchir, parce que, comme vous dites, peut-être à partir d'un certain âge, alors est-ce que le corps nous échappe complètement? Par certains côtés, oui, mais en même temps, cet étranger qu'il y a en nous, peut-être il faut changer son propre regard, et peut-être vous y aider par cette exposition. Ça me concerne plus, je sais pas, j'irai pas jusque là, mais moi je me fais porteur d'une parole et d'une pensée, quoi. Après le reste, chacun le prend comme il veut, quoi. C'est à chacun de s'en emparer après. Oui, c'est ça. D'habitude, est-ce que vous photographiez des portraits, des paysages, qu'est-ce que vous aimez photographier? J'aime les portraits, les paysages, donc ça doit se voir dans cette expo. Oui, donc l'environnement, l'homme, l'homme au sens large du terme, dans son environnement, c'est quelque chose qui m'interroge, parce que je sais pas, on a un environnement qui est pas forcément on ne fait pas de la Terre un lieu idéal, on est en train de la détruire, donc évidemment que ça m'interroge, quoi. Est-ce qu'on est sur Terre pour détruire ce qui nous a
créé, puisqu'on est issu de cette terre. Enfin, je pense, sauf à croire à Adam et Ève, mais sinon, on est quand même issu de cette terre et de cette mer. Et quand on voit comment on l'a détruit, ça pose question sur nos modes de vie, quoi. Oui, alors ce que vous montrez aussi quand même, c'est que le corps se répare. Je pense à cette photo de cette femme qui a eu un cancer du sein. Et alors, je crois que presque tous vos modèles vous regardent ou nous regardent. Pas forcément, mais oui, c'est pas toutes, oui. Quand même pas mal. Et je pense que celle-ci, elle nous regarde effectivement d'un air un peu de... Je ne sais pas si on pourrait dire de défi. C'est vous peut-être qui l'avez ressenti en la photographiant. Elle a l'air forte, celle-ci aussi. Oui, elle a eu des épreuves très dures. Puissante. Oui, tout à fait. Alors que ce qu'elle dit dans son texte, c'est poignant, puisque le cancer, on a l'impression que ça ôte la féminité, que ça y est, on ne sera plus jamais aimé, alors que l'amour n'est pas dans le sein, dans le fond. Parce que c'est d'un cancer du sein qu'elle a eu, on le voit sur la photo. Et c'est assez beau, ça. Oui, oui, bien sûr. Il y a une force dans ces femmes qui est très intéressante. C'est aussi ce que j'essaye de capter, quoi. Oui. Je suis pas là pour. Il n'y a rien de misérabiliste. Je sais pas de capter la détresse. Ça m'intéresse. Oui, c'est vrai. Ce qui m'intéresse, c'est la force qu'ont ces femmes, quoi. Voilà, c'est ça. J'aime pas l'esprit voyeur des images. Et pour moi, capter la détresse, il y a un côté un peu voyeur. Oui. On se pose au-dessus et on plaint la personne qui est en détresse. J'aime bien avoir des gens fiers. Comment je peux dire j'aime bien la fierté dans la nature humaine, quoi. Des gens qui... Oui, je comprends. Même s'ils ont une détresse intérieure, mais qui affrontent la vie avec courage. Voilà. Cette idée me plaît. Et dans mes photos, je pense qu'on le ressent, quoi. J'ai pas envie de faire pleurer les gens sur le sort des autres, quoi. Oui, mais le fait qu'elle soit campée devant nous comme ça... Alors, un grand format, peut-être on pourrait parler du format, c'est assez stimulant. Oui, c'est fait pour ça aussi. Je pense que le format de la photographie... Alors, évidemment, c'est un sujet intime, mais qui ne l'est plus. Alors, si on dit que c'est intime, on aurait fait des petits tirages. Oui. Et là, je casse l'intimité, puisque ce sont des femmes qui s'exposent. En fait, le fait qu'elles nous regardent frontalement, c'est un peu... elles nous disent... regardez-moi, je m'expose face à vous. Regardez, je suis comme ça. Mais vous aussi, vous êtes comme ça. Il y a un petit peu de ça. Voilà. Bon, alors on vous retrouvera pour l'exposition. Je rappelle, elle sera à la galerie Incarnato à partir du 14 février et jusqu'au 25 mars. Jean-Michel Leligny, un grand merci. Et vous avez fait quelle école, au fait ? Ah oui, j'ai fait l'école Louis Lumière à Paris, pour ceux qui connaissent. Sinon, j'aurais une petite chose à rajouter, puisque je vais en profiter pour... Allez-y. Ce travail est toujours en cours. Il n'est pas terminé. Donc je suis toujours à la recherche de femmes qui ont donc il y a des limites d'âge. C'est plus de 39 ans, moins de 40... Enfin, de 39 ans à 43 ans. Oui, voilà, moins de 44 ans. C'est ça. Qui accepteraient de comment on va dire... de collaborer pour ce projet, ce travail, d'être dans ce travail. Voilà, elles sont les bienvenues. Un coin de nature qu'on peut choisir ensemble, qu'ils le choisissent. Et je veux dire qu'il n'y a aucune, comment dire, il y a aucune sélection. Enfin, c'est ouvert à toutes. Sans aucun critère, ni de. C'est ça. Et on peut dire quand même que pour l'ensemble des photos, quand je les parcours du regard, que l'atmosphère est douce. Effectivement, il n'y a pas de coups de soleil, des projecteurs un peu violents sur les sujets, mais au contraire, des atmosphères plutôt douces. Oui, je travaille sans le soleil. Je fuis le soleil pour mes photos. Ce qui est rare quand même. Pour un photographe non, il y a pas mal de photographes qui fuient le soleil. Eh bien, Jean-Michel Leligny, un grand merci. C'est moi qui vous remercie. C'était Viva Culture,
une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée par Mathieu Le Chevalier. À notre agenda culturel, je vous annonce d'ores et déjà bien sûr le Printemps des Poètes, qui se déroule du 11 au 27 mars 2023. C'est une manifestation nationale et internationale qui a pour vocation de sensibiliser à la poésie sous toutes ses formes. Le thème de cette année est « Frontières ». Je vous incite à nous rejoindre, adhérez, faites adhérer. Rejoignez-nous. Bonne semaine. À bientôt. Au revoir.